Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Et non, ce n'est pas encore l'heure des previews playoffs. On vous promet, elle mérite votre patience, votre plus grande patience. Mais aujourd'hui, on va tirer un rideau sur la saison régulière à travers les All-NBA Teams, les 5 types de la saison. En préparant cet épisode, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un épisode pour Madiane, ça? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe à la dérive, il n'y a pas d'équipe en difficulté, donc où se cachera ton AK aujourd'hui, Madiane? L'équipe en difficulté a affronté l'équipe dont je porte le maillot, 6 défaites de suite au niveau e-sport. Bravo Fnatic. En tout cas, et dédicace à Adrien, il a souffert. C'est une petite référence e-sport que je n'ai pas. Je partage les références K-pop avec Adrien, mais pas celle e-sport. En tout cas, Madiane, très heureux d'être avec toi. On était censé être 3, mais Alan Guillou a eu un petit souci avant de commencer, un petit peu malade. Donc, on salue notre scout qui voyage plus que Ursula von der Leyen. Lui, c'est pour les prospects très jeunes, parfois. En tout cas, aujourd'hui, on va donc parler ensemble des All-NBA juste après la pause. Avant ça, n'oubliez pas de nous suivre sur les plateformes de podcast, que ce soit Spotify. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous donner 5 étoiles, merci. Apple Podcast, 5 étoiles aussi. Et puis aussi sur Acast, notre partenaire, vous le savez, on vous l'a dit il y a quelques semaines. Et puis alors, je suis bien embêté, Madiane. On est à 998 abonnés sur YouTube. Je considère ça un petit peu mesquin quand même. On avait dit 1000 abonnés avant les playoffs, il nous en manque 2. Donc on peut le faire, là les playoffs c'est dans quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si vous voulez voir le maillot e-sport du coup de Madiane. J'ai fini ma petite propagande, on parle NBA, on parle All-NBA Team juste après la pause. Les All-NBA Team, 3 équipes types de la saison, une tradition de la NBA depuis quand, Madiane? Est-ce que tu sais depuis quand existent les All-NBA Team? Petit non. piège, je t'avais pas prévenu. Ah, tu m'as pas prévenu. Eh ben, tu sais quoi? Non, pas du tout. Ça doit, aller, je dirais. Ouais. Je sais que la defensive team est apparue un peu tard parce que les premiers titres de Depoy, c'était, je crois, Moncrief qui avait gagné. Donc je dirais que ouais, années 80 pour Eh ces bien eaux-là. alors, les All-NBA Team existent depuis la première saison NBA, Ah, 46-47. Effectivement, j'étais très surpris en voyant ça. Ça existe depuis la création de la NBA. On a eu 2 équipes jusqu'en 87-88 et en 88-89, on a eu 3 équipes avec 3 positions, 2 arrières, 2 ailiers, 1 pivot. Et justement, on en reparlera de cette fameuse disposition avec 2 arrières, 2 ailiers, 1 pivot parce que c'est un peu au centre du débat cette année. Assez pour la leçon d'histoire. On va commencer tradition ici par notre méthodologie. Et cette année, comme toutes les années avec les All-NBA Team, c'est peut-être le débat plus que celui des noms qu'on va inclure. Comment tu as fait ton classement? Quels ont été tes critères, Madiane? alors, le premier, évidemment, moi je récompense pas mal les perfs individuels, du coup les stats personnels. Dans les stats personnels, j'ai ajouté une grande part au nombre de matchs joués, parce qu'on en parlera, mais c'est une saison qui a eu pas mal de petits accidents au niveau des blessures. Il y a également un mix entre le bilan de l'équipe et l'importance que je juge du joueur dans le bilan de l'équipe. C'est ce qui me permet des fois de faire certaines différences, de dire voilà, tel joueur, l'équipe a beaucoup gagné, mais est-ce qu'il y est vraiment pour quelque chose ou pas, etc. Donc on en rediscutera pour certains cas. Voilà globalement à peu près mes 2 gros critères pour un peu trier tout ça. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a quelques années, c'était Danny Leroux qui le résumait bien dans le podcast qu'il partage avec Nate Duncan. Pour lui, les All-NBA Team doivent être une espèce de photographie de la saison. C'est-à-dire que si on prend la All-NBA Team d'une saison donnée, on doit être capable de juger un peu quels ont été les acteurs principaux du film NBA. Ça, c'est l'idée générale. Moi, j'ai eu aussi un petit contre-argument à faire à un grand acteur qui ne me connaît pas, du coup, Bill Simmons de la planète NBA aux États-Unis, qui discutait de ça dans son dernier podcast. J'ai vu l'extrait sur Twitter et qui a réussi en 2 minutes 30 à donner un paquet d'arguments sur les NBA Team avec lesquels je suis pas du tout d'accord. Donc, je pense que je vais expliquer mes critères comme ça. Alors d'abord, il a dit, je le cite, X, je vais pas donner le nom du joueur, doit être dans la first team All NBA car c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Bip, non. On juge les All NBA, c'est totalement dénué du passé du joueur par rapport à sa stature, son pédigré. Non, on va juger une saison face à une autre saison et parfois
avec un joueur en particulier, c'est très compliqué quand on a vraiment un pédigré de joueur ultime, mais ça doit être le cas. Donc, il n'y a pas de statut. Ensuite, sinon, ce serait un DH20 en fait. Exactement. C'est là où se situe la grande différence avec le DH20. Il n'y a pas de nivellement par rapport à ce que tu as fait précédemment. C'est vraiment la saison telle qu'elle est. Ensuite, il a aussi dit, si X joue 54 matchs, il sera en deuxième équipe. S'il joue 55, il sera en première. BIP, le nombre de matchs, pour moi, c'est un bonus-malus, mais ça ne peut pas complètement déterminer ta candidature. C'est une variable d'ajustement. Enfin, il a dit, et là je te rejoins, si X termine premier de la conférence Est, il faudra parler de lui en All-NBA First Team. BIP, le bilan, pour moi le bilan c'est un tiebreaker, mais c'est pas déterminant. Comme tu l'as dit, c'est vraiment l'aspect individuel qui plaide vraiment dans le All-NBA Team. On n'est pas dans un All-Star Game, sachant qu'en plus, dans le cas d'un joueur comme Trae Young, ça joue dans sa fiche de salaire parce que potentiellement c'est 35 millions de dollars qui sont en jeu. Madiane, on va peut-être un peu plus insister sur l'aspect match, présence, parce que cette année, c'est déterminant quand on regarde un joueur comme Ja Morant, un joueur comme Kevin Durant, LeBron James. Comment tu as essayé un petit peu de faire peser cet argument-là, celui des matchs? C'est très compliqué. En fait, je l'ai surtout utilisé dans des moments d'arbitrage. C'est-à-dire que comme on a des positions à respecter, on en reparlera, mais typiquement, je dois comparer des joueurs, notamment au niveau des guards. Il y a pas mal de CV qui se ressemblent pas mal avec des bilans collectifs plutôt bons, etc. Mais un joueur peut très vite se retrouver, tiens, ok, ces deux joueurs, ils m'ont l'air très équivalents dans les stats. Ok, oui, mais lui, il a joué 55 matchs, l'autre, il en a joué quasi 70. Pour moi, c'est un argument très fort en disant, il a été présent la majorité de la saison, donc je trouve qu'il représente mieux la photo de la saison que l'autre joueur. Donc ça a vraiment servi sur des moments d'arbitrage entre deux joueurs. Il y a eu quand même beaucoup de petits arbitrages à faire. Il y a des moments où en fait il n'y a pas vraiment de joueurs qui se détachent entre la première et la deuxième équipe, la deuxième et la troisième équipe aussi. Et du coup, c'est cette donnée-là qui m'a permis d'arbitrer entre eux. Ouais, je suis assez d'accord. Cette année, c'est plutôt compliqué. Moi, j'ai regardé une petite recherche historique, mais une histoire récente par rapport au All-NBA Team. J'ai vu qu'il y a eu seulement 25 joueurs à 60 matchs ou moins qui ont intégré une All-NBA Team depuis la saison 2010-2011. Seul hic, c'est que si on retire les saisons raccourcies, saison lockout, saison Covid, quand le Covid est arrivé en mars, et la saison dernière où il y a eu moins de matchs, le total sur 8 saisons tombe à 5 joueurs. Donc 5 joueurs à moins de 60 matchs dans les All-NBA Team, sachant que sur les 5, il y en a un à 60 et 2 à 59. Donc il y a vraiment cette barre symbolique des 60 qui semble être affichée. Mais Madiane, une petite question peut-être hors sujet, mais est-ce que c'est pas un point de règlement qu'on invente un petit peu qui va perdre de l'importance avec le temps, avec le load management des stars? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est de moins en moins important? Oui, pour moi, en fait, ça a de moins en moins d'impact et on en parlera pour un gros joueur que j'ai mis first team, alors que clairement, au vu de ce que tu énonces, ça peut parfois être vu comme un blasphème. Mais il y a quand même aussi maintenant, je trouve, des saisons plus compliquées à gérer, notamment depuis le début du Covid, où on a eu énormément de soucis d'indisponibilité de joueurs. Et du coup, on commence à s'habituer au fait que les joueurs soient moins présents, etc. Je sais qu'à un moment, Popovic était un grand spécialiste du load management et était très critiqué. Je pense que ce qu'il faisait à l'époque, maintenant, est devenu quasiment une règle courante chez beaucoup de personnes et beaucoup de coachs. Donc, au final, moi, moins de 60 matchs, ça me choque beaucoup moins. Ça m'a fait arbitrer des choses, mais je peux considérer qu'un joueur très fort, mais à légèrement moins que 60 matchs, puisse être dans la first team. L'argument des matchs aussi peut être parfois un petit peu changé par l'argument des minutes. Je sais que c'est Tom qui m'a envoyé ça parce qu'on a aussi eu la All-NBA de Tom qu'on va comparer. Et Tom, lui, compte au niveau des minutes. Notamment, il m'a fait un petit calcul, 82 matchs, 70% des matchs, 33 minutes, il arrive à un certain total, 1894 pour être très précis. Et il estime que lui, il faut plutôt parler en minutes. Alors Tom est pas là, donc on va pas étendre le débat parce que ce serait plutôt malhonnête de le faire alors que je suis pas d'accord avec lui. Mais moi, je considère, on a eu ce débat-là, lui et moi, que
les minutes pèsent moins que les matchs parce que un joueur, si je prends un exemple totalement arbitraire, un joueur qui va jouer 100 minutes sur 3 matchs, 33-20, 33-20, 33-20, et un joueur qui va jouer 100 minutes sur 4 matchs, 25, 25, 25, 25, bah, l'absence de 8 minutes sur chaque match est beaucoup moins importante que l'absence d'un match complet, sachant qu'on est sur des joueurs pour lesquels l'équipe est bâtie autour d'eux. Être absent un match, ça a beaucoup plus d'impact que ne pas jouer quelques minutes par-ci par-là. Donc je considère toujours que l'argument match est important, mais c'est vrai, t'as raison qu'avec ce ménagement de plus en plus courant des joueurs NBA, bien c'est peut-être un argument qui va perdre en valeur. En tout cas, là on est devant une saison exceptionnelle parce que autant de candidats avec si peu de matchs joués, c'est quasiment une première. Enfin, je prends un exemple justement parce que je trouve ça intéressant. La saison 2019-2020 de Giannis, mine de rien, c'était en termes de minutes jouées par match, ça a été faible. Mais il jouait beaucoup de matchs, mais il jouait peu de minutes par match parce qu'en fait les Bucks roulaient sur 3/4 temps sur les équipes. Et moi, ça me pose un souci du coup de trop considérer parce que des fois, tu as des cas comme ça où bah non, en fait, il a joué un peu plus de 30 minutes par match dans sa saison, mais parce qu'en fait, les matchs étaient déjà finis parfois. C'était mon deuxième contre-argument à Tom, à qui on donnera une chance un droit de réponse. C'était mon deuxième contre-argument. Pour moi, ça avantage beaucoup trop les joueurs qui sont dans des équipes justes, qui doivent batailler pour gagner tous les matchs, contrairement à des joueurs, comme tu l'as dit, Giannis, c'est un parfait exemple, qui peuvent se contenter de jouer 30 minutes et d'avoir déjà gagné le match. Donc effectivement, l'argument match semble important. Et du coup, 2019-2020, il était à 1917 minutes au total. Tu vois, il passe tout juste le cut de Tom, alors que il joue énormément de matchs. Tu vois. On peut parler maintenant des postes, parce que cette année, et avec les postes, on va ouvrir le débat et dévoiler nos classements. Cette année, il y a un grand débat vis-à-vis des postes. Tous les ans, c'est le cas, mais cette année, c'est un petit peu plus présent parce que Nikola Jokic d'un côté, Joel Embiid sont les 2-3 favoris pour le trophée de MVP, mais ils jouent tous les deux au poste de pivot. La NBA a annoncé qu'on pouvait décaler les deux joueurs au poste d'ailier, et ça a relancé pas mal de débats avec beaucoup de supporters de All-NBA qui devraient être sans position, ou en tout cas se rapprocher peut-être de ce qui est au All-Star Game, donc un côté front-court, back-court. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Madiane? Est-ce qu'il faut un peu tout exploser et ne pas garder ces critères qui datent donc, c'est pour ça, d'où mon intro un peu longue tout à l'heure, de la fin des années 80? Oui, mais alors, je suis d'accord sans être d'accord. Il y a des joueurs, effectivement, qui peuvent se balader parfois derrière ailier, c'est un peu plus flou, etc. Anthony Davis, qui pourrait être un forward, mais aussi un pivot. Ok, il y a des joueurs, ces joueurs-là, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve qu'on nous arnaque un peu sur le cas de Embiid Jokic, parce que là, c'est des pivots. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et je trouve ça un peu fort de café d'essayer de m'inventer une All-NBA, mais je pense qu'elle aura lieu. Hein. Je pense qu'ils vont le faire parce que effectivement, en termes de niveau, oui, c'est les leaders, c'est des bookmakers pour le futur MVP. Oui, à mon avis, si tu me dis, tu dois représenter les meilleurs joueurs de cette saison, tu m'en prends 5, bah oui, il y a Jokic et Embiid, mais ils jouent au même poste. Donc oui, moi j'ai décalé du coup un des deux joueurs d'une All-NBA parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur les postes. Si jamais, imaginons, c'est Anthony Davis qui fait la même saison à peu près aux Lakers, là j'aurais été tenté de le mettre en forward en me disant oui, mais attends, il a joué quand même parfois avec des pivots. Et là, on aurait pu un peu plus s'étirer. Mais là, la lecture pour moi, quand c'est Embiid et Jokic, il faut pas poser la question. Et surtout, je trouve que dans le contexte de l'NBA, ça donne des équipes qui n'auraient jamais pu jouer. Parfois, ça pourrait donner ça parce que des fois, il y a eu des pivots qui ont été sélectionnés en All-NBA. Bon. C'était pas. Là, on a trop de pivots. Avant, il n'y avait pas assez de bons pivots. Et je trouve qu'il y aurait eu souvent des dérives à ce niveau-là. Du coup, on aurait supprimé le poste de pivot
des All-NBA Team. Donc là, ça balance dans un sens, mais en fait, ça aurait pu balancer dans l'autre. Je trouve que le système est plutôt bon dans ce qu'il est, et si on fait guard forward, moi, je pense qu'il y aura des équipes qui n'auront pas de sens et qui ne pourraient pas jouer, qui risquent de se dessiner avec 3 ailiers, par exemple. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve que, pour prolonger ce que tu viens de dire, on perdrait l'essence de la All-NBA Team. Il y a ce sous-entendu, c'est censé être une équipe. Alors, est-ce que les garde-fous ailiers, arrière, pivots sont parfaits? Pas du tout. C'est totalement imparfait. Cependant, il faut quand même rappeler que la NBA adore jouer avec les frontières, jouer avec les lignes en nous disant « Ah non, mais ce joueur-là, en fait, on peut le mettre là. » Si pour moi, comme tu l'as dit, si on se retrouve dans une situation où il y a plus de postes, on se retrouverait face à des équipes qui ne pourraient pas exister. Moi, ça me pose un problème parce que je trouve que philosophiquement, cette All-NBA Team, c'est l'idée du meilleur 5 qui fait du sens, qui devrait jouer. Nikola Jokic, Joel Embiid ont joué 100% de leurs minutes au poste de pivot cette année. Ça n'aurait aucun sens de mettre les deux. Alors, je dis pas de sélectionner les équipes All-NBA en termes de fit, pas du tout, mais il faut que ça ait un petit peu de cohérence. Là, ça n'en aurait pas. Tu parlais de certaines années, Madiane, exemple classique, 2015-2016. All-NBA Team, premier pivot, DeAndre Jordan, deuxième pivot, DeMarcus Cousins, troisième pivot, Andre Drummond. Il n'y a pas un pivot cette année-là. On se retrouverait avec des 5 avec 4 arrières, un ailier. Ça n'a plus de sens, vraiment. Ouais. Donc, en fait, il y a eu souvent, si on avait fait guard forward, on aurait eu KD, Giannis, LeBron. Curry, Harden. C'est pas une équipe, ça. Moi, j'y tiens, et comme dit, avant, il y avait pas assez de pivots. Là, il y a trop de pivots. Oui, c'est pas grave. Il faut faire un choix, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, par exemple, le MVP qui va jouer entre les deux, il va falloir faire un choix. Enfin, les All-NBA, il faut savoir à un moment faire un choix. Et je trouve que cet abandon total des postes à ce niveau-là, autant oui, ça peut-être que ça viendrait consacrer une NBA qui a évolué. Bien sûr qu'elle a évolué depuis 88, 89, mais je trouve que les critères permettent d'adapter ça et d'avoir des équipes cohérentes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Très bien, Madiane. Eh bien, ouvrons le bal justement là-dessus et prolongeons ce débat parce que de nos 4 All-NBA qu'on a donc réunis, celle d'Alan, la tienne, celle de Tom et la mienne, on a tous couronné Nikola Jokic aux dépens de Joel Embiid. Joel Embiid a à chaque fois été le pivot sélectionné dans la deuxième équipe All-NBA. Comment tu as fait ce choix, Madiane? J'ai déjà, les deux font des saisons inouïes, vraiment. En plus, ils ont été présents longtemps cette saison. L'un des arguments qui m'a fait beaucoup pencher en faveur de Jokic, c'est que l'équipe, elle tourne sur lui. Vraiment, surtout avec les absences, le contexte, la saison, sachant qu'ils n'ont pas un bon bilan. C'est rare généralement que on puisse préférer un joueur avec un bilan. Ils sont 6e, et j'ai considéré qu'il n'y avait pas assez de matchs d'écart pour donner l'avantage à Embiid là-dessus, parce qu'il n'y a que 2 victoires d'écart. Je le fais de mémoire, j'ai pas mes notes, mais oui, c'est ça, c'est 2 victoires d'écart. Et donc, il n'y a pas en fait de suffisamment de différence là-dessus. Et vraiment, les Nuggets, ça tourne énormément sur Nikola Jokic, et ça se voit en plus dans les stats où vraiment la contribution de Jokic aux victoires des Nuggets est aberrante. Un box plus minus qui est au-dessus de 13, enfin il est à 13,7, c'est aberrant. C'est vraiment une contribution énorme. Les win shares, enfin il y a énormément de stats, en fait sur toutes les stats, un peu qui essayent d'évaluer un peu la contribution de Jokic dans l'équipe, et en plus l'impression terrain quand on regarde les gars jouer, mais sans Jokic cette équipe ne va nulle part. Et donc j'ai préféré Jokic sur ça. C'est vraiment, il fait une saison incroyable qui justifie du coup de le passer au-dessus, mais c'est pas pour dévaluer Joel Embiid qui fait également une énorme saison. Vraiment, je trouve que Joel Embiid a pas de chance dans cette affaire-là. Embiid fait une saison incroyable. Peut-être un autre argument pour compléter. J'ai toujours eu du mal à quantifier et à donner de l'importance à la défense dans les All-NBA. J'estime qu'elle a de l'importance, mais l'existence d'une All-Defensive Team a toujours posé problème. Parce que pour moi, ça insinue que l'attaque
doit un petit peu être surévalué dans les All-NBA, et autant Embiid défensivement a une tête d'avance sur Jokic, qui s'est grandement amélioré en défense, je trouve. Enfin, c'est une progression constante. Mais Jokic, en termes d'impact offensif, je veux dire, c'est l'architecte. Il est meilleur que l'année dernière. Franchement, il est incroyable en termes de. Alors oui, on va parfois résumer ça à enfin, il y a des highlights qui sont incroyables, mais sa capacité à toujours faire tourner cette attaque, en plus à prendre énormément en termes de scoring, de prendre de l'importance, alors que oui, son équipe a joué sans ses deux meilleurs joueurs, ses deux autres meilleurs joueurs, pardon, Jokic, et alors que Embiid, d'un point de vue domination, je le trouve scoring extrêmement impressionnant, mais je trouve que Jokic et les deux qui vont atomiser en tout cas, qui devraient battre, c'est sûr pour Jokic, le record d'une saison en PER. Je trouve juste Jokic trop dominant cette année. Enfin, il y a vraiment un niveau de domination et aussi de maîtrise de son sujet dans une équipe qui a connu de grosses difficultés, qui est juste trop impressionnant pour mettre Embiid pour tout simplement mettre Embiid à sa place. Embiid qui mérite très bien, qui sera deuxième MVP, mais Jokic a été au-dessus cette année, je trouve. Non, mais Jokic, vraiment, c'était Tom qui à un moment partageait les stats et je me dis, non, mais c'est aberrant à ce niveau-là. C'est vraiment une saison aberrante. Et elle est suffisamment aberrante pour que la question ne se pose pas, alors que ça va conditionner un trophée, encore une fois. Et sur ce trophée, justement, généralement, ta deuxième saison, pour la choper, il faut vraiment y aller très fort. Ben, justement, la saison va suffisamment fort en faveur de Jokic. Et en plus, tu l'évoquais, l'aspect défensif est effectivement moins récompensé dans la NBA, je suis d'accord avec toi. Mais en plus, il y a aussi l'aspect playmaking. Le jeu passe aussi énormément. Alors, il passe aussi côté Sixers par Embiid, même si ça ne se voit pas au niveau des assists. L'architecture du jeu d'attaque est également basée sur le fait que Embiid soit un aussi fort pivot. Mais Jokic, il y a vraiment un aspect où il fait jouer les autres. C'est n'importe quoi, hein. En vrai, à ce niveau-là, c'est quand on regarde cette équipe jouer, vraiment Jokic, je le trouve vraiment au sommet de son art. C'est vraiment impressionnant. C'est sans faire de teasing, mais en faisant quand même. Ça risque d'être une des grosses montées du DH20, je pense, parce que avec le DH20, on a toujours cette période de, je sais pas, d'attente, où on attend peut-être toujours la deuxième saison pour confirmer une explosion. Et là, peut-être que Jokic va monter très très haut. Donc on est tous d'accord sur Jokic, première équipe au NBA. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Madiane, on peut continuer avec le deuxième vote unanime dans la first team All NBA. Première équipe au NBA, si on francise tout ça. Giannis, qui sera vraisemblablement troisième au MVP, je pense. Oui. Qui réalise encore une saison dominante, qui le fait encore une fois. Je trouve que sur le début de saison, on avait été très discret, mais qui était toujours dans ses standards. Sur ces dernières semaines, je trouve qu'il a quelque chose pour lui. Un vrai argument, c'est qu'il a tapé très fort dans des matchs télévisés aux États-Unis, en prime time, en tout cas des gros matchs. Je pense à sa performance quand ils ont battu les Nets à Brooklyn. Grosse perf aussi contre Philly. Puis même, enfin, les stats restent inhumaines, donc sans trop de débat, Giannis à l'aile. Qu'est-ce que tu as rajouté, Madiane? Giannis, c'est quand même un mec qui passe discret dans une saison et qui arrive à pénaliser une saison quasiment en 30-10-10. Ouais, ça, c'est n'importe quoi. Non mais, c'est ça, j'attire l'attention des auditeurs là-dessus. C'est pas normal. Il y a vraiment, et en plus avec impact offensif, défensif, dans le jeu, enfin il y a vraiment quelque chose d'incroyable autour de la saison de Giannis, encore une fois, et presque du coup en fait on le remarque plus parce qu'il le fait chaque saison maintenant. C'est acquis. C'est-à-dire que c'est devenu un acquis pour moi, Giannis, qui sortent de telle saison. Il y a aucun débat. Il y a les matchs, il y a la performance individuelle qui est folle statistiquement, il y a la performance quand même collective de l'équipe. Ils sont quand même aussi bien placés dans la conférence Est. Voilà, il y a vraiment un ensemble qui fait qu'on ne peut pas écarter un joueur qui se détache autant. Autant il y a certaines équipes qui sont tout en haut, à l'Est comme à l'Ouest justement, c'est ça qui est très marrant, où il n'y a pas non plus un détachement très fort d'un joueur
qui permettrait de le mettre facilement dans la first team. Oui, mais par contre, pour le deuxième, là, les Bucks, il y a que 2 victoires d'écart vis-à-vis du Heat et il y a un joueur qui se détache très fort dans le collectif. Rien de plus à ajouter. Continuons à défiler avec le dernier joueur qui a été unanimement sélectionné pour cette All-NBA Team. Cette fois, first All-NBA Team. Cette fois, on passe à l'arrière. C'est Luka Doncic qui serait quand même déjà Madiane, parce que il y a des choix où il y aura débat quand on regarde les articles de certains journalistes américains. Mais Luka y sera, et ça sera déjà sa troisième first All-NBA Team. C'est quand même n'importe quoi si on se situe là-dessus. Que dire encore? L'importance du joueur dans le collectif des Mavs, une équipe des Mavs qui a fait une bonne saison régulière. Encore l'héliocentrisme poussé à son paroxysme, c'est un autre joueur dont on va parler, je pense, plus tard. Oui. Il y a rien à dire. En fait, là, j'ai l'impression de brasser un peu de l'air parce que sur ce genre de joueur, c'est évident. Et alors si c'est un point important sur le poste, du coup, on le considère, hein, je le rappelle, on le considère comme un guard. Hein. On peut pas le considérer comme un forward au vu de comment ça joue. C'est juste un guard qui est un peu grand, enfin un peu beaucoup grand. Mais par rapport justement à tout ça, dans les guards, justement, il est quand même au-dessus du lot. Si on regarde la saison de l'ensemble des guards, il fait vraiment pas débat, alors on va débattre sur le reste, mais là il y a un peu plus de c'est difficile, je sais pas comment évaluer, on n'est pas d'accord entre nous, etc. Lui, on l'a posé et il est vraiment, il y a vraiment un tiers dans les guards sur cette saison où on pose Doncic avant de réfléchir au reste. Donc il a vraiment réussi à s'imposer dans l'esprit de tout le monde. Exactement, c'est assez marrant de voir la manière dont on a fait nos classements. Je pense que sans avoir sondé l'équipe, je pense qu'on le fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne remplit pas forcément 1, 2, 3, mais genre on remplit, par exemple moi, c'est très simple cette année, j'ai rempli pivot des 3 équipes en premier. Parce que, oui. Et c'est très intéressant, on a le même pivot pour l'équipe 1, 2 et 3, nous 4. C'était facile. C'était facile. On a un ailier qui se retrouve tout le temps dans la 3e équipe. Enfin, on a certaines choses et c'est vrai que pour ce qui est de l'arrière, c'est là où il y a le plus de débats. Notons aussi cette année une particularité. Il y a assez peu de joueurs, Madiane. On a 17 joueurs différents, alors qu'il y a 15 joueurs sélectionnés pour l'ensemble de nous 4. Donc, ce qui fait qu'on est plus sur une année où le débat se situe où je classe le joueur plutôt que qui j'inclus dans les 3 équipes. Mais c'est vrai pour Luka. Petit bémol pour Luka, je pense qu'il bénéficie aussi de sa saison épargnée par les blessures, là où d'autres joueurs dont on va parler au poste d'arrière ont plus souffert. Alors, on rentre dans les débats maintenant. Le premier débat se situe à l'aile, où toi, Madiane, ainsi que Tom et Alan, vous avez tous les 3 mis Kevin Durant. Moi, j'ai choisi Jason Tatum. Tout simplement, vous l'aurez compris, je pense, vu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est par rapport au nombre de matchs joués. Kevin Durant en est à 54. J'avais parlé des 60 matchs comme de la barre, avec 5 joueurs au NBA en dessous, dont 3 à 59 ou 60. Il faut savoir que les 2 joueurs qui se sont qualifiés pour des All-NBA récemment avec moins de matchs, Stephen Curry, 2017-2018, 51 matchs joués, il est dans la 3e équipe. LeBron James, 2018-2019, 55 matchs joués, il est dans la 3e équipe. Pour moi, la saison de Kevin Durant, malgré l'impact sur son équipe, parce que quand Kevin Durant joue, eh bien oui, les Nets ont le rythme de croisière d'une équipe qui vise l'avantage du terrain. J'estime que sa saison en elle-même n'est pas assez exceptionnelle pour justifier un tel déficit de match. Là où Jason Tatum a fait une énorme saison, je pense qu'aussi il faut souligner son impact, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense des Celtics. Il faut souligner aussi l'impact de Jason Tatum, que, à l'image de ce que j'avais dit durant le DH20, je trouve toujours d'une sérénité offensive. Moi, ça me tue. Enfin, je trouve d'une facilité assez incroyable dans le scoring. Donc, c'est le petit malus qui fait descendre Kevin Durant et qui, chez moi, promeut Jason Tatum. Alors du coup, je suis de l'équipe qui est en désaccord là-dessus. En fait, justement, là, le gros argument, j'entends finalement parce que il est très border au niveau des minutes jouées. Le problème, en fait, pour les Nets, qui m'a fait reclasser Kevin Durant dans la first team, c'est son importance pour l'équipe. En fait, Kevin Durant là, les Nets n'ont pas du tout ce classement. Alors oui, du coup, dans la photo de la saison, c'est quand même très border de le mettre.
Il passe quand même la barre des 2000 minutes. Donc, il y en a quand même 700 de moins. C'est énorme, 700. Mais il passe quand même une barre un peu psychologique, je dois l'avouer, de me dire, et quand même, il a quand même passé la barre minimum. Et surtout, les Nets sans Kevin Durant ont été nulle part. Vraiment, c'est presque inquiétant parce qu'on a eu un débat récemment dans la saison, il y a à peu près un mois et demi, où on discutait de tout ça, et justement où tu me disais quel est ton argument pour les Nets candidats au titre à part Kevin Durant. C'est dire à quel point il est fort, il est très très fort dans cette saison, et je me suis dit non, là il y a presque trop en fait. C'est-à-dire que vraiment c'est à l'image de Jokic, c'est vraiment c'est des joueurs qui pour moi l'équipe ne fait rien si ce mec-là n'est pas là. Pour moi les Nets c'est playoff. Alors OK, il y a eu aussi Kyrie qui n'a pas pu jouer tout le temps là ça s'est résolu, mais voilà, il y a eu aussi ces affaires-là. Mais là pour moi c'était pas possible au vu de l'écart de niveau des Nets entre la présence ou l'absence d'un seul joueur. Ok, bah là ça peut honnêtement, là c'est une question de critères, c'est pour ça qu'on les a bien exposés au début. Effectivement, moi, Kevin Durant joue un petit peu plus, il serait là, mais là pour moi la barre est beaucoup trop basse. Alors là, on va entrer dans le deuxième gros débat de cette First Team All NBA. On est donc sur la présence au poste de deuxième arrière. Parce que là, on a quatre choix, du coup, entre Alan, Madiane, ici présent, Tom et moi. Et on a 3 joueurs différents. J'avoue que moi, je pense, est-ce que tu es d'accord, Madiane? C'était le choix le plus dur de tous. Hein, oui. Ouais, c'était le plus dur. On est d'accord. Oui, clairement. Celui-ci, franchement, pour avoir regardé plusieurs classements, je pense que j'ai vu 5 noms différents qui se retrouvent en fait dans l'équipe 2 et l'équipe 3. Alan est parti sur Ja Morant, tu es parti sur Devin Booker, Tom et moi-même on est parti sur Stephen Curry. Alors, Madiane, vas-y, pourquoi Devin Booker? Devin Booker, c'est un choix sans être un choix. C'est en fait dépit. Par dépit. Quasiment en fait. C'est-à-dire que les Suns, dans ma photographie de la saison, je fais OK, les Suns, OK, CP3, Devin Booker, OK. Je coche les noms dans ma liste des joueurs. Et ensuite, je réfléchis à où je les mets. Chris Paul, on parlera de son cas du coup un peu plus tard. Et ensuite, je regarde Booker. Et en fait, Booker, c'est pas incroyable. Il se détache pas, mais là tout le temps, a pas le défaut de match joué. Au niveau des stats, je trouve pas que Curry me crée un écart suffisant pour justifier le fait que je mette plutôt Curry. Et finalement, comme je voulais vraiment récompenser l'équipe des Suns au niveau de la prestation collective qui est impressionnante, c'est-à-dire que il y a un écart vis-à-vis des autres qui est phénoménal. C'est-à-dire que les Grizzlies sont 2, il y a 8 victoires. C'est abyssal. C'est un énorme écart. Et il a été tout le temps là. Aucun joueur me crée d'écart. Le cas de Ja Morant, je sais pas si on l'évoque maintenant, mais il y a des éléments qui me gênent comme on en a pu en discuter. C'est-à-dire que Ja Morant, moi, mon problème, c'est qu'il a été absent. Et le problème, c'est que quand il a été absent, l'équipe des Grizzlies a gagné quand même. 20 victoires, 4 défaites. Et ça me pose un énorme problème. Non pas que quand il est revenu instantanément, il a été brillant. Vraiment, sa saison est brillante. Là, vraiment, on est en train de... C'est vraiment, on est dans un très bon... Alors, c'est vrai, merci de le faire. On n'avait pas dit, mais pas besoin de s'énerver. Là, on est sur du détail, là, vraiment. Voilà. On est dans un très grand restaurant. Il y a que des très bons plats, des très bons vins. Et on fait une préférence parce qu'on peut commander qu'une entrée, qu'un plat, qu'un dessert. Exactement. Mais ça veut pas dire que le reste de la carte n'est pas bon. Et donc du coup, Ja Morant, à mes yeux, c'est vraiment ça qui l'a desservi. Il aurait pu passer en first team parce que plus que Curry, vraiment. Mais en fait, même les matchs, ça me dérangeait pas trop. Mais au contraire de Kevin Durant, qui lui du coup a fait le cut, il ne le fait pas parce que les Grizzlies ont été brillants sans lui. Alors
peut-être qu'il y a des facteurs externes. Je ne pense pas que l'équipe des Grizzlies est plus forte sans Ja Morant, clairement pas. Il y a des facteurs externes qui expliquent. Tom, qui a très bien suivi la saison, a pu en discuter. Je pense qu'il pourra beaucoup mieux en parler que moi parce qu'il les regarde beaucoup plus souvent, étant plus attaché à la franchise que moi. Mais voilà, Ja Morant ne fait pas le cut à cause de ça. Donc finalement, je me retrouve avec un choix en me disant, bon, les Suns quand même, sacrée saison. Booker a tout le temps été là. Bon, je coche Devin Booker parce que le cas le mérite. Moi, je t'avoue que je vais prolonger le cas de Ja Morant. De toute façon, parce que Ja Morant est présent dans celle d'Alan en première équipe, mais on l'a tous les trois, les trois autres intervenants, on l'a dans la deuxième. Je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord. J'ai pas demandé à Tom à ce niveau-là pour dire que Ja Morant joue un petit peu plus. Moi, il est dedans. Hein. Moi, ça se joue à rien entre Stephen Curry et lui, et je pense qu'il était à peu de l'avoir. Tu l'as dit, le bilan de Ja Morant absent. Le bilan des Grizzlies quand Ja Morant était absent, ça m'a un petit peu gêné. J'ai voulu en parler avec Tom pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais expliquer notamment qu'il y avait peut-être des anomalies au niveau de la manière dont les équipes shootaient. Les équipes shootaient beaucoup moins bien quand Ja Morant n'était pas là, et que c'est en aucun cas, on n'est pas en train de dire que Ja Morant est neutre, voire négatif pour son équipe, absolument pas. C'est un joueur qui était dans la course MVP, mais c'est vrai que ce petit détail-là fait un peu de mal. Par rapport à mon choix de Stephen Curry, moi c'est plus sur la qualité de la saison individuelle. Stephen Curry aurait été dedans sans débat si on se serait arrêté en janvier, je pense, ou en début février. Ça a été un petit peu plus difficile sur la fin. J'estime quand même que sa saison, au niveau de l'impact sur le jeu, le scoring, et même ce qui, entre guillemets, ne se voit pas dans les stats, sur le spacing qu'il peut apporter à son équipe des Warriors, est toujours très important. Au niveau des matchs, il est un petit peu au-dessus des autres. Et puis on en reparlera peut-être après avec les Suns, mais je donne beaucoup moins d'importance à l'aspect collectif. Et j'estime que la saison de Devin Booker est bonne, mais à la fois en termes de caractère exceptionnel de la saison individuelle et de l'impact sur les résultats collectifs, je trouve en dessous de Stephen Curry. Donc pour moi, ça ne méritait pas une première équipe. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur du détail de détail. Je te propose donc, Madiane, si tu veux bien, qu'on passe à la deuxième équipe. Pour résumer, du coup, si on prend notre première équipe globale, ça nous donnera Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, on va y arriver, Luka Doncic, ça nous donne Kevin Durant à la majorité et Stephen Curry. On passe donc à la deuxième équipe. Deuxième équipe, on va pas revenir sur le cas de Ja Morant parce qu'il a été un petit peu abordé. Stephen Curry, peut-être, t'en as un petit peu parlé, Madiane, mais du coup, tu le mets dans ta deuxième équipe. Est-ce que tu peux expliquer ça pour nous, du coup? En fait, c'est vraiment l'affaissement collectif des Warriors et de lui à titre individuel. Et c'est aussi le fait que, voilà, c'est souvent la dernière impression. On reste souvent dessus. Peut-être que si la saison avait été inversée, c'est-à-dire que les Warriors auraient commencé plus difficilement et auraient fini fort, j'aurais pu considérer différemment. Là, vraiment, l'affaissement dans la saison, ça en reste un incroyable joueur et c'est vrai que l'équipe ne serait pas la même sans lui. Clairement, sans lui, je pense pas que ça puisse tourner comme ça. Il a une énorme importance dans le jeu, même quand il a pas la balle. Mais voilà, il est quand même très limite au niveau du CV. C'est pour ça, c'est que comme il a pas réussi à mes yeux à se détacher de Devin Booker, il a basculé dans la deuxième équipe parce que Booker avait finalement un CV collectif vraiment impressionnant et je voulais le récompenser. Ok, sur la deuxième équipe, on est donc tous d'accord sur Joel Embiid, on en a déjà parlé. Jason Tatum, sachant que on a donc, moi j'avais inversé Durant Tatum, on était tous d'accord sur ce dossier-là. Revenons peut-être d'abord sur la place de deuxième ailier. Alan a mis LeBron. Je pense qu'on va se garder la petite pastille LeBron pour un peu plus tard. Et on a tous mis, toi Madiane, Tom et moi ici présent, DeMar DeRozan. Alors DeMar DeRozan, pour moi, c'est vraiment l'exemple type de ce dont je parlais avec Bill Simmons tout à l'heure, de ne pas juger les All-NBA Teams sur le niveau intrinsèque du joueur, en tout cas sa place dans la hiérarchie NBA, mais sur vraiment la qualité de sa saison et la qualité de la saison de DeMar DeRozan. On est d'accord, Madiane, c'est un mec qui mérite largement d'être dans les All-NBA. Alors, il y a les minutes, il y a le bilan de la franchise qui quand même, bon, là ils sont un peu redescendus, mais ils ont été bons cette saison. Clairement, c'est
c'est vraiment une agréable surprise. Il y a aussi des moments forts. Je le prends un peu en compte, mine de rien. Il y a eu des moments très forts avec Ouais, je pense que ça c'est important. Cette saison. Je pense que c'est quand même. Et dans les yeux d'un votant, c'est comme un MVP. Par exemple, pour moi, Russell Westbrook, sans ce qui se passe face aux Nuggets, enfin quand il enchaîne les 2 matchs complètement fous contre Orlando puis les Nuggets, c'est ça qui fait la bascule du MVP. C'est des moments forts. Je me souviens qu'il y avait la compétition avec Harden, etc. Là, cette saison, DeRozan a eu vraiment un moment incroyable. On faisait même des mèmes avec lui et Jordan, c'était n'importe quoi. Et vraiment, là, c'était quasiment indiscutable, à tel point qu'il y a eu un moment où j'ai essayé de tricher avec moi-même, mais je me suis réveillé ce matin avec beaucoup de regrets, j'ai arrêté mes bêtises, où je l'ai foutu guard parce que je le trouvais plus indiscutable, par exemple, dans une first team qu'un Devin Booker, si je le mettais en guard. C'est dire à quel point je valorise sa saison. Et donc pour moi, il est dans la photo. Donc oui, il y a quand même de sacrés monstres devant, du coup c'est pas la first team. Le bilan collectif aussi ne permet pas ça, mais il a les minutes, il a les moments forts, il a des stats tout à fait honorables. C'est moins impressionnant que certains côté stats, ok, mais la saison est vraiment bien et il faut qu'il soit dans cette seconde team, mais je pense qu'il y sera. Ouais, je pense aussi. C'est vrai, pour revenir un peu sur ce débat du deuxième arrière, je pense que, tu vois, si on explose les postes, DeRozan aurait été légitime, Embiid aurait été légitime, du coup, vous auriez peut-être mis même un Jason Tatum, du coup, vu que vous l'avez pas dans la première. Enfin, c'est vraiment, on voit bien que on a bien insisté là-dessus, c'était un peu le poste faible. Je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment aussi cet impact. Enfin, Adrien en parlerait mieux que nous, hein. Enfin, il y a des moments où vraiment l'impact qu'a eu DeMar DeRozan sur la saison des Bulls est pas négligeable. Donc pour moi, c'est un joueur qui largement mérite sa place dans la second All-NBA team. On viendra sur le cas LeBron un peu plus tard. Parlons du débat Trae Young maintenant. Trae Young est donc, franchement, pour ceux qui nous suivent, ils vont pas croire de ce que je vais dire, mais je l'ai mis dans la deuxième équipe au même titre qu'Alan. Trae Young, pour moi, c'est un mec qui est first team All-NBA s'il est dans une équipe qui gagne 10 matchs de plus. Je pense c'est le fer de lance, c'est l'architecte, c'est le joueur qui porte une attaque top 5 NBA et qui vraiment la porte. Je l'ai dit dans le podcast précédent, les Hawks, c'est l'équipe que j'ai le plus regardé. Sachant que, je l'ai dit, donc c'est le All-NBA team, l'aspect défensif pour moi est moins important que l'aspect offensif. Ce malus qu'aurait pu avoir Trae Young est un petit peu à nuancer. Et c'est juste un joueur qui est trop fort individuellement. Là, le cas Trae Young, c'est vraiment la question de à quel point on fait payer les performances collectives. Parce qu'effectivement, son équipe n'est pas bonne. Mais moi, je trouve que, un peu à l'image de Kevin Durant, que j'ai du coup mis dans cette équipe-là, il y a une équipe des Hawks sans Trae Young, il y a une équipe des Hawks avec Trae Young. Et en plus, Trae Young a pour lui le nombre de matchs joués, ce que n'a pas Kevin Durant. Donc pour moi, c'est un joueur qui mérite sa place dans la deuxième équipe All-NBA. Oui, et je te rejoins là-dessus. Bon, c'est un épisode où on est beaucoup d'accord. C'est le bilan collectif qui fait ça. Pour moi, c'est comme Doncic, c'est-à-dire que des Mavericks à 40 victoires, ça aurait forcément sali le bilan de Doncic, surtout dans un cas où on a un guard d'héliocentrisme. Parce que vraiment, là, vraiment, le bilan d'équipe et le rendement de l'équipe dépend énormément du joueur. Donc, j'impacte dans ma tête très fortement. Un Doncic qui finit dans une équipe qui fait la saison des Suns, il discute MVP. Il est MVP. Il discute parce qu'il y a Jokic qui fait une saison aberrante, mais voilà, enfin, on a l'idée. Ouais. Enfin, c'est vraiment, du coup, il y a un énorme impact. Et c'est vrai que du coup, Trae Young, par exemple, fait partie de mes regrets de la nuit. Bon, quand même, je me suis dit. Les regrets de la nuit de Madiane, qui a dû penser dans son lit. Ah là là, je suis obligé de mettre Trae Young. Je me suis levé, j'ai regardé le Grand Prix de F1, vraiment, et j'étais en train de me tarabiscoter la tête en me disant, quand même, j'ai envoyé le classement, mais j'ai peut-être été un peu fort sur 2-3 cas, et peut-être pas assez fort pour un autre cas dont on discutera. Et donc, du coup, quand même, Trae Young, en fait, la saison est quand même d'un calibre exceptionnel au niveau des chiffres, au niveau du rendement. Elle est incroyable. Elle est du niveau d'une first team, mais sans le bilan collectif. Et il y a que ça, en fait. Le négatif de Trae Young, c'est l'équipe. Ce n'est pas lui, finalement. Et
j'ai beau être plutôt d'accord avec Ben souvent sur Trae Young vis-à-vis d'Alan qui le valorise plus que nous. Non, quand même, la saison est incroyable. Seconde team, je comprends. Parce que mine de rien, les Hawks ont aussi un espèce d'effet inverse où l'impression quand même de la saison est difficile. C'est la déception. Mais... Tu vois, il y a aussi, je pense, ouais. ce côté-là où quand, malgré que ça soit une distinction individuelle, l'impression qu'on a eue de la saison, si elle est positive ou négative par rapport aux prédictions de début de saison, influence beaucoup. Enfin, les Hawks, on en a parlé la semaine dernière. Les Hawks étaient annoncés avec l'avantage du terrain. Donc là, qui se battent pour le play-in, je pense que Trae Young perd là-dessus, même si c'est la raison numéro une. Mais ils finissent bien. Qu'ils sont pas en loterie, tu vois, parce qu'ils sont en loterie sans lui. Mais oui, c'est ça. Et il y a vraiment un aspect, je trouve aussi, c'est pour ça que je l'ai remis à terme, c'est que je me suis dit quand même, ils finissent mieux que le début de saison était un peu effrayant. Et là, ils finissent quand même mieux. Ils accrochent un spot de play-in. Ils sont pas très loin des Cavs. Franchement, ça aurait été sévère. Je trouve, parce qu'il y a eu quand même un gros trou de début de saison où ils ont enchaîné pas mal de défaites. Ils ont un mois de novembre où ils enchaînent pas mal de wins d'affilée, où ça se rattrape un peu à partir de la mi-novembre, où justement ils enchaînent pas mal de bons matchs. Après, c'est très très douteux entre décembre et mi-janvier. On a un énorme trou à ce moment-là entre début décembre et mi-janvier. Et à partir de ce moment-là, l'équipe s'est quand même pas mal remise à l'endroit et ils ont réussi quand même à accrocher le spot de play-in, à pas finir si loin finalement du top 8. Ça aurait été sévère. Parce qu'en plus, je pense que les problèmes inhérents de l'équipe ne sont pas de son fait à lui. Il y a pas, je peux pas désigner Trae Young comme responsable de la saison des Hawks, enfin de la déception relative qu'on a. Tu peux pas le désigner comme comme responsable. Je pense que là, ça faudra peut-être faire un deuxième opus de notre épisode sur l'héliocentrisme parce que je pense qu'ils sont aussi victimes du système. Certains aspects. Il faudra discuter de ça peut-être à la lumière d'un Luka Doncic également. Si on fait le petit jeu des calculs, sachant que Devin Booker est dans l'équipe de Tom, qu'il est dans la tienne pour la first, mais qui perd des points en termes de présence, il n'est pas du coup présent dans la deuxième, ce qui nous donne pour une deuxième équipe Ja Morant, Trae Young, DeMar DeRozan, Jason Tatum et Joel Embiid. Assez jeune cette équipe, hein, à l'exception de DeMar et une certaine mesure d'Embiid, mais autrement c'est assez jeune. Puis on va terminer avec la troisième équipe. On est tous d'accord sur le poste de pivot. C'est Karl Anthony Towns qui rafle la mise. Comme on a pu en discuter un petit peu en off, Madiane. Alors oui, Bam Adebayo, oui, Rudy Gobert, ce sont des mentions honorables, mais en réalité on n'en a jamais. Il y a jamais vraiment eu de débat. Enfin, on l'a même dit il y a quelques minutes. On a directement posé le nom de Jokic, d'Embiid et de Towns. Donc Towns se détachait. Oui, les Wolves de retour dans le top 8 de la conférence. Il fait une saison sur des impressionnantes bases statistiques. Il y a pas grand chose à dire finalement sur ce choix. Parce qu'en fait, d'habitude, je vois difficilement comment ça peut être autrement en cas de respect des postes. Et si jamais, et il pourra faire quasiment à mon avis une seconde team parce que si jamais ça triche sur le poste de pivot, il pourra monter. Sachant que avec Towns, ce qui a toujours pêché, c'est le bilan collectif. C'est-à-dire que là, il y est là. Il les aurait toutes fait, les troisièmes. Peut-être qu'un Rudy Gobert dans une équipe du teint un peu plus inspirée, le débat aurait été plus important. Mais encore une fois, je répète, l'existence de la All Defensive Team m'amène à dire que Towns l'aurait peut-être eu chaque année. On a aussi un joueur sur lequel on est tous d'accord dans la troisième équipe, c'est Pascal Siakam. Là, j'ai envie de rappeler certaines choses qui ont été dites en début de saison, notamment sur Pascal Siakam, qui avait à l'époque raté les training camps, qui avait eu un début de saison difficile. Et on avait lu, c'était un débat qu'on avait eu pas tellement dans le podcast, mais entre nous, il y avait eu une période où on parlait de maximiser Scottie Barnes avec un possible trade de Pascal Siakam. Pascal Siakam s'est repris depuis ce début de saison difficile, depuis février. C'est un joueur qui, selon moi,
c'est totalement totalement théorique, mais aurait pu prétendre même à la deuxième team All-NBA sur les dernières semaines, tellement il est dominant. Madiane, je trouve que c'est une semi-rédemption. C'est pas le trophée de la rédemption qu'on a donné la semaine dernière, mais on s'en rapproche parce que c'est un joueur qui avait été extrêmement critiqué depuis le départ de Kawhi Leonard. Et là, on se rend compte que c'est un joueur qui tape à la porte d'un DH20. C'est une agréable surprise. C'est comme ça que je me le résumais en faisant le classement hier soir. C'est une agréable surprise de voir les Raptors à cet endroit-là. Parce que c'est pas non plus attendu, hein. Ils sont 5e. C'est pas un mauvais bilan du tout. Les Raptors devant les Nets, c'est dans aucun pari. Il y a personne qui a fait ça. Les Raptors devant les Nets au début de saison, si on doit cocher. Et c'est lié aussi à l'excellente saison qu'il fait. Alors oui, démarrage difficile. J'ai l'impression qu'en fait, on l'a perdu à un moment. Pascal Siakam, il y a eu un moment très difficile pour lui, mais là il est de nouveau dans des standards extrêmement satisfaisants et surtout moi c'est vraiment l'impact aussi dans les victoires de l'équipe. Je trouve que il n'y a pas énormément de joueurs où tu sens un impact vraiment aussi fort sur le fait. Ouais, aussi fort sur c'est le même débat que Kevin Durant, par exemple, où tu te dis ouais, ou Jokic, où tu te dis mais cette équipe en fait tu retires Pascal Siakam, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors je pense qu'elle est pas horrible, mais elle est pas 5e. Et il a joué pas mal cette saison, un peu épargné par les blessures. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses en fait qui s'ajoutent. Donc c'est pas un choix flamboyant. Il fait la différence sur un autre joueur qui est absent de pas mal de monde, à ma surprise, parce que je pensais vraiment être le seul à l'écarter. Jimmy Butler. Justement sur le fait qu'il émerge un peu dans son équipe aussi. Il y a de ça. Je pense, c'est vraiment symptomatique qu'on ait tous mis Siakam, parce que je pense qu'on se dit tous qu'il doit être présent. Il mérite d'être présent, et ensuite, je pense que c'est le deuxième qui a beaucoup fait parler, mais je garde le deuxième pour la fin, Madiane. On va revenir sur le poste d'arrière. Du coup, alors là, au niveau de l'arrière, c'est ce que j'avais dit, il y a très peu de joueurs cités, c'est-à-dire que on retrouve du Chris Paul, Chris Paul, Devin Booker pour moi, donc j'ai mis le backcourt des Suns en fait. On retrouve du Chris Paul, Trae Young pour toi et Tom, et à part Alan qui nous a mis Mitchell. Est-ce que tu y as pensé à Mitchell? Moi, je t'avoue que au niveau de la saison de Utah, même la saison individuelle de Mitchell, c'est Tom qui m'en parlait, l'impact dans le clutch, notamment dans les dernières minutes d'un Mitchell, qui en avait fait un petit peu sa spécialité, hein, d'être vraiment très décisif là-dessus. Un petit peu moins fort cette année, on va voir si ça continuera en playoff. Pour moi, le CV était trop juste quand j'ai dû faire peser ça face à Booker et Paul, qui font des bonnes saisons individuelles et qui en plus sont chez les Suns. Oui, non. Alors Booker et Paul, du coup, moi, c'est Paul parce que la saison est trop énorme et trop en décalage vis-à-vis des autres équipes pour pas que je mette du coup le général en chef de cette équipe-là justement. Il me semble qu'en plus il est le leader de la NBA en termes d'assists. C'est vraiment le général de cette équipe. Alors ok, les stats sont pas impressionnantes sur le papier, mais l'impact global du joueur me semble suffisant pour justifier ça. Et surtout la saison est incroyable. Pardon. Et à côté de ça, Mitchell, moi il y a quand même les séquences sans Rudy Gobert où bon, en fait c'est pareil, est-ce que le joueur est vraiment celui qui impacte le plus les victoires de l'équipe ou pas? J'ai déjà vu jouer Utah sans Donovan Mitchell, j'ai pas été choqué par le niveau de jeu de l'équipe. Par contre, Utah sans Rudy Gobert, je suis plus choqué. Et je me voyais mal du coup glisser Mitchell dans la représentation de la saison, alors que je mets pas Rudy Gobert, sachant que j'ai quand même l'impression que c'est plutôt lui qui impacte plus la saison régulière de l'équipe. Les playoffs, c'est totalement un autre débat. Et j'espère qu'il fera de très bons playoffs. Il nous a habitués à faire de très bons playoffs. Et je valorise énormément ce joueur. Mais quand même, le bilan d'Utah est pas incroyable. Il y a quand même quelques petits soucis. Ils se sont quand même un peu effondrés sur la fin. Et ça me justifie du coup de pas le mettre vis-à-vis d'un Chris Paul.
Et que les fans de Madiane ne s'inquiètent pas, on lui donnera un petit peu de sirop pour la toux après l'enregistrement de l'épisode. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ce n'est pas un virus qu'on s'est filé entre membres. Oh là, je m'y mets. Entre membres du podcast Dunk Hebdo. On l'a gardé jusqu'à la fin, dans une logique vraiment de temps d'écoute. Hein. On va être totalement honnête, pas du tout. LeBron James, Madiane, LeBron James. Alors c'est marrant, on est les deux seuls d'accord. On l'a mis dans notre troisième équipe, tous les deux. Tom ne l'a pas mis au profit de Jimmy Butler. Alan l'avait mis second. Je vais te lire une petite citation que j'ai lue dans un petit article à propos de LeBron et du débat autour des All-NBA. Je cite, c'est de Ben Rohrbach de Yahoo Sports. Nommer LeBron James dans une All-NBA team viendrait embrasser les statistiques et les distinctions et trahir l'impact d'un joueur sur les victoires et les défaites de son équipe. Un argument utilisé pour exclure certains joueurs historiquement. Madiane, quand on met LeBron James dans une All-NBA cette année, est-ce qu'on cède pas de 1 aux sirènes des statistiques sans contexte et au CV du joueur? LeBron, alors je vais être honnête, je n'ai pas osé l'enlever. J'avais vraiment envie de mettre Butler. Parce que la saison du Heat, parce que voilà, c'est lui le chef du Heat, etc. Après, d'un point de vue purement statistique, la saison est bien. La saison est très très bonne. C'est pas ce que je lui reproche. J'ai vraiment eu l'impression que sa saison, il cherche, je sais pas, à gagner en fait. Et le fait qu'un LeBron prenne aussi légèrement une sortie de piste aussi forte, parce que même moi, qui était très pessimiste en début de saison et qui avait dit ils vont sortir au play-in, donc j'étais déjà très bas sur mes attentes. Je m'étais dit ils vont galérer, ils vont aller au play-in, ils vont sortir au play-in. Ils y sont même pas. Quel échec, n'empêche. Non mais je juge ça très sévèrement parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu des matchs où LeBron mettait ses points et s'en foutait de le gagner son match. C'est vraiment, il y a eu le body language, alors la saison des Lakers au global, c'était terrible, mais il y a eu un espèce de ressenti en regardant cette équipe parce que au moment où ils étaient vraiment au fond de la crise, moi je regardais parce que moi je me délecte de ce genre de choses et vraiment je regardais ça et je me disais quand même c'est moyen, c'est vraiment moyen, c'était pas beau et moi j'ai l'impression, je le dis, donc je l'ai mis, mais moi j'ai l'impression que LeBron était beaucoup plus intéressé cette saison par le fait de cartonner le maximum de points possible par rapport à sa course derrière le fantôme de Kareem Abdul-Jabbar. Je pense que c'est ça son objectif. Une fois qu'il a compris que l'équipe était destinée à galérer. Exactement. Moi j'ai l'impression que LeBron nous a fait du stat padding parfois. C'est mon impression. Je peux peut-être être très sévère vis-à-vis de son cas, mais c'est mon impression. Après, il souffre quand même. C'est du beau stat padding. C'est du très beau stat padding. Il y a quand même eu des perfs mémorables de LeBron James cette saison. Il y en a eu. Il me semble que c'est contre les Warriors. Ouais. Donc voilà, il y a eu des choses très fortes. Je le garde. Mais je tiens à dire que ça aurait été quelqu'un d'autre que LeBron James, j'aurais peut-être eu moins de scrupules. C'est la limite de l'exercice, on le disait, sortir le contexte complètement. Quand tu t'attaques à LeBron James, c'est extrêmement difficile. Par rapport à LeBron, sans revenir sur ce que tu as dit, je trouve aussi que j'ai l'impression que, et ça fait peur de le dire, tu vois, LeBron c'est devenu une telle statue dans le paysage NBA, c'est difficile de le dire. J'ai l'impression que certaines des stats sont, alors, mettez d'immenses guillemets, un cache-misère. Il y a une très bonne vidéo de Thinking Basketball, Ben Taylor, sur le sujet de LeBron au poste de pivot. LeBron a été mis au poste de pivot, notamment pour lui redonner l'avantage physique, notamment sur le premier pas, sur les pivots qu'il est capable de dépasser. Il est plus capable de dépasser les ailiers. Et c'est là, Madiane, où j'ai un problème philosophique, c'est que je suis obligé de le mettre au poste d'ailier. Et je suis pas sûr qu'au poste d'ailier, en jouant ailier, c'est un meilleur ailier que Jimmy Butler cette année. Je pense que on peut défendre le fait que ça soit un meilleur joueur
notamment quand il a joué au poste de pivot, mais je suis pratiquement persuadé que ce n'est pas un meilleur ailier que Jimmy Butler. Ensuite, alors il y a peut-être pas le même le même personnel autour, mais quand on compare à la saison d'un joueur comme Trae Young qui lui aussi a vécu une saison d'un point de vue collectif extrêmement compliqué, il n'y a pas le même impact. Il les a pas portés aussi haut. Alors le personnel était peut-être pas aussi bon, et puis l'aspect défensif qui compte beaucoup moins. LeBron, là, c'est peut-être ça qui le sauve, parce que défensivement aussi, son repositionnement, notamment dans un poste plus près du cercle, lui a été dommageable. Moi, je trouve vraiment que oui, ça a été une espèce de respect, parce que prenons l'exemple historiquement d'un Bradley Beal, qui en 2020 tourne à 30 points, 4 rebonds, 6 passes, meilleur marqueur de la NBA, son équipe gagne 35% de matchs, il se qualifie pas pour les playoffs, il n'est pas dans les All-NBA. Donc, je trouve ça compliqué. Les Lakers, actuellement, ils sont à 39% de victoire, 39,5. Alors, il y aura peut-être 5 points à la fin, mais c'est compliqué, les Browns. Parce que, encore une fois, les performances individuelles sont massives, mais elles n'impactent pas autant les victoires des Lakers. Et puis, encore une fois, moi, ce repositionnement sur des séquences au poste de pivot me gêne beaucoup parce que je dois le mettre en ailier, là. Non, mais cette saison des Lakers est à mon sens très très grave. Hein. C'est grave pour moi. Et le fait est que le joueur majeur de cette équipe ait eu l'air de s'en tamponner le coquillard, que ça se passe ainsi. Si ça se trouve, ça le fait chier. Hein. Si ça se trouve, il en fait des insomnies. C'est pas l'impression que j'en ai. Attention, hein, je peux très bien me tromper là-dessus. C'est la résignation qui te choque, en fait. Ouais, ça m'a choqué en fait. Et du coup, je le mets parce que les chiffres individuels sont quand même dingues. En fait, c'est ça le problème de cette saison de LeBron. Et Butler, tu vois, si on parle de Butler, c'est pas non plus parfait comme CV. Ouais, exactement. Le CV de Butler est vraiment faible statistiquement et quand même, le mec, alors ok, il a joué moins de 60 matchs, mais le mec il est à plus de 30 points de moyenne. Plus de 30 points de moyenne. Il n'a jamais été aussi efficace. Quasiment, parce qu'il a 59% au tir réel. Le PER est un peu en dessous de sa moyenne en carrière, mais quand même au-dessus de 25. Tu vois, à mon avis, ça doit être rare quand même des cas où tu es au-dessus de 25, tu finis pas au NBA, hormis les pivots qui sont des cas un peu particuliers, je trouve, dans le calcul de cette stat. Est-ce que le PER, elle adore les pivots. Ouais, le PER adore les pivots. Voilà. Il y a quand même, je trouve, un CV statistique qui justifie. Et par exemple, ça ne me choque pas qu'Alan le mette en seconde team. C'est vraiment moi pour moi c'était soit troisième, soit il virait. Enfin pour moi je le regarde, c'est pas comparable à un DeRozan. J'ai KD dans la deuxième. Il y a tous les deux l'argument match, mais je trouve KD beaucoup plus dominant, beaucoup plus impactant dans les victoires de son équipe. Donc pour moi c'était troisième ou rien. Non mais ça me choque pas parce que vraiment les stats sont là. Il faut dire ce qui est et c'est vrai que en termes d'efficacité. La saison est folle et il y a aussi l'aspect moment fort qui nous a quand même offert heureusement parce que ça aurait été très compliqué. Donc voilà. Je trouve vraiment que tu vois que c'est le CV de Jimmy Butler qui le tue parce que Jimmy Butler a des périodes compliquées dans la saison. Je trouve aussi que Jimmy Butler paye. On parlait du duo Mitchell Gobert, il paye Bam. Parce qu'il y a la question de l'impact de Bam et de celui de Jimmy Butler. Il y a aussi la question, on parlait beaucoup des minutes clutch. Je sais que ça, c'est un autre truc que Tom essaie de mettre en avant, c'est le fait que Tyler Hero joue beaucoup dans les minutes clutch parce que Butler est pas aussi flamboyant qu'il avait été dans ces moments décisifs que les saisons précédentes, notamment la période dans la bulle. Le CV de Butler est un peu limite, c'est pour ça. Oui, honnêtement, il émerge pas d'une franche tête dans son collectif, alors que vraiment, alors par contre, vous retirez LeBron, enfin dans les chiffres de la saison des Lakers sans LeBron, ça y est, c'est Westbrook quoi. Sachant que Westbrook, je vous rappelle qu'il y a à peu près la terre entière qui est en train d'allumer sa saison. Donc, LeBron profite aussi, on va peut-être clore le débat là-dessus, Madiane, de l'absence de tête d'affiche, c'est-à-dire que son coéquipier Anthony Davis a été plus ou moins pas vraiment là cette saison. Kawhi a pas joué. Paul George a été trop absent. On vient de citer 3 joueurs du top 15 des H20 à l'aile qui ne sont pas du coup dans
qui ne sont pas des concurrents et des joueurs qui prétendent historiquement aux 2 premières équipes, même pas seulement la 3e, mais qui s'imposent souvent très haut. Donc LeBron a profité de ça aussi. Je tiens à dire, ce n'est pas critiquer le joueur qu'est LeBron. Vous verrez, il sera toujours top 10 des H20. Le truc, c'est, là, on parle de vraiment la qualité de la saison. C'est vraiment la difficulté de l'exercice. Moi, je l'ai jamais caché, j'adore LeBron. Hein. C'est vraiment que c'est un peu à l'image de sa première saison aux Lakers ou la deuxième partie de saison avec le retour de blessure est bizarre. Tu vois, elle ressemble beaucoup. J'avais parlé de cette saison, tu vois, où il finit 55 matchs joués en 2018-2019. Non, du coup, c'est celle encore d'avant. Peu de matchs joués. Il y a cette question de est-ce qu'il s'intéresse ou pas vraiment, et il est quand même dedans. Enfin, je veux dire, LeBron sera dedans. Enfin, je veux dire, personnellement, nous, on se pose la question, mais il y a un moment où décontextualiser, c'est pas possible. Enfin, humainement, on peut pas totalement décontextualiser que c'est LeBron James. Tu vois. Et encore, on pourrait se rassurer en se disant que face à lui, c'est Jimmy Butler. On aurait eu vraiment un jeune joueur sans preuve, il aurait eu aucune chance. Là, il y a peut-être. Mais vraiment, hein, ça passe dans un trou de souris parce que un Clippers top 8, ils auraient peut-être fait légèrement mieux. Enfin, on sait pas, avec des si on peut tout refaire, mais Paul George joue toute la saison. Il y est, je pense. Tu vois. Là, le débat aurait été entre LeBron et Siakam. Et encore, je pense qu'il aurait pu avoir l'avantage dans la tête des votants sur Siakam. Je pense que c'est Siakam qui sautait. Ouais. LeBron a juste on est dans ces moments-là où le mec a tellement une stature, tu vois, que c'est difficile de le sortir de cette équipe type NBA. Du coup, Madiane, on va conclure l'épisode et puis on va rappeler du coup les 5 types d'une partie de l'équipe Dunkebdo. On a donc dans la première équipe Nikola Jokic, au poste de pivot, au poste d'ailier Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant, à l'arrière Luka Doncic, Stephen Curry. Ça va, c'est plutôt pas mal comme équipe. Ensuite, deuxième équipe type NBA. À l'arrière, on a Ja Morant et Trae Young. À l'aile, DeMar DeRozan et Jason Tatum. Au poste de pivot, Joel Embiid. Et on termine par la troisième, où on a à l'arrière le duo des Suns, Paul Booker, Chris Paul, Devin Booker. À l'aile, LeBron James et Pascal Siakam. Et enfin, au poste de pivot, Karl Anthony Towns. Eh bien, Madiane, merci pour cet épisode. On était 2, il a fallu beaucoup structurer les ménages en préparation. Ensuite, je maintiens qu'on est dans une année facile. J'ai connu des années où on discutait des All-NBA, il y avait beaucoup plus de désaccords. Là, on s'écharpe sur des détails. Donc c'est peut-être ça. La carte est vraiment bonne dans le restaurant, pour reprendre ta métaphore. Oui, clairement. Alors encore une fois, hein, toutes les critiques ont été formulées. C'est pas tel joueur a été nul, c'est plutôt c'est du choix de riche, clairement. Exactement, parce que il y a eu quantité de vraiment de bonnes saisons. Après, je me répète, il y a vraiment une petite cassure parce que 17 joueurs sur un classement de 15, c'est pas beaucoup. Donc il y a vraiment certains joueurs qui se sont détachés. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. C'est la fin de la saison régulière. On va bientôt vous parler play-in, on va bientôt vous parler play-off. On prépare, on l'a dit, un format. On prend des risques. On espère qu'il va vous plaire. Madiane, comment on pourrait donner quelques petits indices? On va dire qu'on va peut-être devoir préparer nos costards et nos meilleurs arguments rhétoriques. Exactement. Et qu'on est dans le thème de ce qui se passe en ce moment. Exactement. On est dans le thème de l'actualité, pas NBA, mais plus global. Bien, du coup, on vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça. On vous rappelle de nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Acast, sur YouTube. Et également, je l'avais oublié dans l'intro, sur Twitter, pour voir le travail de Gabin et Antoine. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour, cette fois-ci c'est promis, par les playoffs. Bonne semaine. Salut. Tchuss.